Est-ce que le Bitcoin pourrait dépasser l'or en termes de capitalisation? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Et puis je vais essayer d'y mettre mon petit avis personnel en ce qui concerne ce que moi je fais et ma stratégie. C'est un article donc, qui a été rédigé par Alexandre de Froissart donc, sur le site Les Échos, donc dans les tribunes. C'est un gérant et associé donc, chez Montaigne Conseil et Patrimoine, donc un CGP, hein, tout simplement. Et lui, selon lui, l'hypothèse que le Bitcoin pourrait dépasser la capitalisation un jour de l'or, et bien pour lui, c'est de moins en moins improbable. Alors cet article, bien évidemment, il n'est pas accessible pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, qui payent un abonnement mensuel. Vous savez que moi, je suis une pince, et donc j'essaie de dépenser le moins possible pour investir le plus possible. Donc voilà, je me suis passé finalement de cet article, donc pour celles et ceux qui éventuellement disposent de l'abonnement, ça serait intéressant que vous fassiez un retour et un avis sur le sujet dans la vidéo. Mais moi, je vais vous donner un petit peu ce que j'en pense d'un point de vue tout personnel. Alors, déjà, il faut savoir que Louis-Alexandre de Froissart, il a donc émis à plusieurs reprises son opinion et son avis sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin. Et de Froissart, donc c'est un CGP donc, qui est sur la place depuis plus de 20 ans et lui-même est spécialisé apparemment dans l'intégration du Bitcoin dans les portefeuilles. Donc c'est un CGP un petit peu avant-gardiste, hein, parce que c'est vrai que les CGP sont vraiment assez frileux sur le sujet. Et lui, donc du coup, ça fait un petit moment qu'il travaille avec le Bitcoin, en tout cas, au profit de ses clients. Donc il a découvert le Bitcoin en 2014, l'intègre progressivement comme actif patrimonial, intervient régulièrement sur les chaînes BFM Crypto, Journal du Coin, Surfing Lincoin, bref. Voilà, dès lors qu'il ait la possibilité de pouvoir publier et aussi d'avoir un peu de visibilité, faut pas se mentir, dans les journaux spécialisés sur les crypto-monnaies, il n'hésite pas et il publie des tribunes notamment sur les échos. Donc son cabinet conseille sur la sécurisation, la fiscalité et la location crypto. Il voit Bitcoin donc comme un or numérique complémentaire à l'or physique, mais supérieur en termes de portabilité, de divisibilité. Il critique les altcoins comme projets entrepreneuriaux risqués et préfère le Bitcoin comme socle déflationniste et décentralisé. Donc c'est sa thèse à lui en tout cas d'investissement, c'est la thèse qu'il défend auprès de ses clients. Il n'est pas hyper, c'est-à-dire qu'en fait il insiste sur la prudence, donc c'est pas quelqu'un qui joue, voilà, il a quand même un rôle en termes de conseiller sur des actifs, des allocations, etc., etc. Donc voilà, c'est pas une tête brûlée entre guillemets, et voilà, il est encore une fois, hein, il est agréé par l'AMF, donc il peut pas faire tout et n'importe quoi, et donc voilà, il insiste énormément sur le côté prudence, sécurisation, notamment des custodies via des wallets, et pour lui, voilà, l'adoption institutionnelle notamment, de plus en plus hein, d'investisseurs utilisent notamment des supports comme les ETF, etc., etc., sont pour lui une possibilité en tout cas d'investissement et d'exposition sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt pro-Bitcoin et qui est plutôt, alors pas anti-crypto de manière générale, mais bon voilà, il est quand même assez critique sur les altcoins. Donc voilà, je trouve qu'un personnage quand même qui a des convictions sur le Bitcoin, mais qui est quand même plutôt mesuré sur finalement la possibilité de pouvoir s'enrichir et développer son patrimoine sur les cryptos de manière générale. Alors, on va regarder un petit peu les argumentaires solides sur le sujet, ce que moi j'en pense effectivement, si on se base d'un point de vue purement factuel. En 2025, en décembre, la capitalisation du Bitcoin est aussi aux alentours des 2500 milliards de dollars. Donc ça, c'est la capitalisation aujourd'hui du Bitcoin. Le prix donc oscille entre 120 et 130 hein, pour les plus hauts, et puis ensuite on est là aujourd'hui, on est redescendu aux alentours des 88 000 dollars par Bitcoin. Ce qui représente sur la supply, si on regarde un petit peu l'offre disponible aujourd'hui de ce qui a été miné en termes de Bitcoin, donc 19 à 20 millions de Bitcoin qui ont été minés, alors pas vraiment en circulation finalement, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont été perdus au fil des années, des portefeuilles qui ont été malheureusement oubliés, etc. etc. Donc voilà, il y a des estimations sur le sujet, qui, apparemment, on estimerait qu'on aurait environ 4-5 millions de bitcoins qui malheureusement ont été perdus tout simplement et ne seront jamais retrouvés. Donc déjà vous voyez que par rapport à ça, déjà détenir du bitcoin en soi, ça demande une certaine gymnastique, ça demande aussi une certaine praticité en matière de manipulation lorsque on souhaite récupérer ces bitcoins sur des wallets à froid, notamment des clés Ledger par exemple, etc., etc., ça nécessite forcément que vous êtes entièrement responsable de vos avoirs
crypto, et que donc si vous perdez effectivement les clés privées, et ben voilà, vous allez malheureusement perdre l'ensemble de vos avoirs. Donc il faut être assez précautionneux là-dessus. L'or, quant à lui, pèse 18 000, voire 20 000 milliards de dollars de capitalisation. Son prix aussi entre 2800 et 3000 dollars l'once. Aujourd'hui, il y a 210 000 tonnes d'or qui ont été au-dessus du sol, donc qui ont été déjà extraits des sols sur la Terre. Et aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin, ça représente environ 12-15% de l'or, contre 1 à 2% il y a 5 ans. Vous voyez, donc en termes de capitalisation, déjà on voit qu'en l'espace de 5 ans, le Bitcoin est passé d'environ 1 ou 2% finalement de la capitalisation, à comparaison de la capitalisation de l'or, contre aujourd'hui 12 à 15%, sachant qu'en plus, l'or aujourd'hui, ça fait 2 ans que l'or explose à la hausse. Donc vous voyez quand même que l'écart se resserre finalement entre la capitalisation de l'or versus la capitalisation du Bitcoin. Le ratio par exemple a été multiplié par 10, entre 10 et 20, en fonction de la volatilité du Bitcoin, bien évidemment, et l'augmentation aujourd'hui de l'or depuis 2020. Donc on voit que ce ratio, il a tendance quand même à se resserrer très vite, même si aujourd'hui, si on compare 2500 à 20 000 milliards, 20 000, on est encore loin finalement de la capitalisation de l'or. Mais c'est quand même cet écart-là, étant donné les hausses qu'on a connues sur le Bitcoin ces dernières années, tendance quand même à se réduire. Donc ça, c'est quand même, à mon sens, un argument factuel, dans le sens où, si on continue sur cette tendance-là, effectivement, le Bitcoin pourrait rattraper en tout cas la capitalisation de l'or. Argument donc pour un dépassement possible, ce qui fait que je pense que la capitalisation du Bitcoin pourrait augmenter de manière rapide, c'est qu'on a une adoption institutionnelle. Pour moi, c'est vraiment un argument pour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des ETF Bitcoin, pour celles et ceux par exemple qui ne souhaitent pas détenir directement des bitcoins au sein d'un portefeuille, mais plutôt s'exposer à cette classe d'actifs via un ETF. Vous avez la possibilité de pouvoir le faire dans vos comptes titres ordinaires, notamment aux USA. En Europe, il y a plusieurs maintenant émetteurs. Il y a Amundi qui va se lancer également sur ce marché en proposant un ETF, je pense au premier trimestre 2026. Et ça draine minimum des milliards, parce que vous avez également, par exemple, maintenant des fonds de pension américains qui vont être autorisés prochainement à investir également dans des ETF Bitcoin. Donc vous voyez, tout ça fait que en fait, vous allez avoir un afflux finalement massif de trésorerie, d'épargne, qui vont venir s'investir sur du Bitcoin. Et ça, à mon sens, sur du long terme, ça va y avoir une tendance en tout cas à permettre une rareté finalement du Bitcoin sur le marché, et donc entraîner une hausse de la demande, une baisse de l'offre, et donc forcément une hausse mécanique des prix. Vous avez également des entreprises comme MicroStrategy qui veulent effectivement détenir dans leur trésorerie d'entreprise du Bitcoin. Vous avez également des États comme le Salvador qui potentiellement souhaitent accumuler, continuer à accumuler. Vous avez par exemple, ça y est, le Texas qui a été autorisé, donc premier État aux États-Unis de mémoire, qui commence à accumuler également du Bitcoin dans sa trésorerie. Donc vous voyez, ça y est, on a également des États, et pas que des entreprises, qui souhaitent effectivement détenir en trésorerie, un peu comme des États accumulent de l'or, du Bitcoin. Deuxième argument, à mon sens, qui permettrait éventuellement un dépassement possible plus tard, c'est effectivement la rareté programmée. Par exemple, l'halving 2024 donc, a réduit l'émission à 450 BTC par jour. Dans 4 ans maintenant, dans 2028, vous allez diviser ce chiffre par 2, donc on va passer à 225 bitcoins jour, et vous voyez, tous les 4 ans, comme ça, on va diviser par 2 finalement la capacité aux mineurs d'extraire finalement du bitcoin, des échanges, des calculs, etc. etc. Et ça va permettre effectivement d'apporter ce phénomène de rareté programmée qui a été, qui était codé dès le début dans la création du Bitcoin. Donc la supply fixe versus l'or, donc extrait annuellement l'or en moyenne, donc les sociétés de minage extraient des sols environ 3000 tonnes d'or chaque année, et vous voyez, par exemple, en phénomène de rareté, le Bitcoin est beaucoup plus rare finalement que l'or. L'usage réel, paiement transfrontalier, donc les Lightning Network, donc les hedges contre l'inflation dette, par exemple, si vous regardez la capitalisation notamment
monétaire, ce qu'on appelle la M2, a augmenté de plus de 30% depuis 2020, donc ce qui finalement crée aussi ces phénomènes inflationnistes. Et dans certains pays qui connaissent justement avec des monnaies instables, ça peut être une alternative au dollar. Et donc on voit notamment que par exemple dans certains pays, effectivement, on utilise, alors j'ai pas les chiffres, hein, mais il semblerait que voilà, dans certains pays, on ait effectivement cette utilisation en tant que monnaie d'échange dans des transactions, qui est à la base aussi une des caractéristiques du Bitcoin, c'est qu'on peut effectivement acheter des choses avec, même si effectivement le réseau au départ n'était pas très rapide. Là, effectivement, ils ont amélioré. Alors après, moi, je ne suis pas un spécialiste des cryptos, mais je sais que voilà, il y a cette fameuse couche qu'ils ont rajoutée et qui permettent, donc cette fameuse Lightning Network, qui permet justement des transactions beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères, et donc de pouvoir vraiment utiliser le Bitcoin comme étant une monnaie à part entière. Les performances historiques du Bitcoin, le Bitcoin qui prend environ 150% annuel moyen depuis 2010, hein, donc forcément, plus le temps va passer, à mon avis, cette volatilité va diminuer, donc les performances, je pense, du Bitcoin, mais ça, encore une fois, ça n'est que mon avis, risque de diminuer finalement dans le temps, mais si on se base depuis 2010, effectivement, on a une performance annuelle environ 150% par an. Si on maintient effectivement une performance comprise entre 150 et 100% sur les 2-3 prochaines années, la capitalisation pourrait effectivement dépasser, voilà, le fait que la capitalisation pourrait dépasser l'or ces prochaines années, prochaines décennies, pourrait devenir effectivement plausible. La perception de l'or, du Bitcoin, le Bitcoin, ça serait donc l'or 2.0, c'est-à-dire qu'en termes de portabilité, en termes de divisibilité, en termes de traçabilité, on pourrait vérifier effectivement via les blockchains, voilà, les transactions, etc., ferait que effectivement le Bitcoin serait beaucoup plus facile à détenir finalement que de l'or. Ouais, stocker un lingot chez soi, si vous n'avez pas de coffre, ou si vous avez, voilà, c'est pas forcément en termes de sécurité très intéressant. Effectivement, on peut également vous confisquer l'or, alors que le Bitcoin, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas en termes de confiscation, ce qui permettrait d'avoir un actif finalement un peu tout-terrain et transfrontalier, notamment pour les expats. Hein, on a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de gens qui vendent l'expatriation, qui parlent d'expatriation, qui effectivement estiment que le Bitcoin, ça serait assez intéressant d'en avoir, justement parce que c'est un actif un petit peu sans frontières. Voilà, donc l'or perd du terrain face à la numérisation, effectivement, pour ça, c'est vrai que le Bitcoin a quand même, je pense, de solides arguments à avancer contre l'or. Les arguments contre, voilà, parce qu'il faut aussi être objectif, effectivement, la volatilité, on voit que le Bitcoin chute de plus de 80%, ça c'est arrivé dans termes historiques. La dernière chute, on était à plus de 50% de mémoire en 2022. Donc voilà, effectivement, une volatilité qui est énorme si on doit comparer ça à l'or, même si l'or, effectivement, n'est pas non plus exempt d'une certaine volatilité. L'or, pendant des années, ça n'a rien fait. Hein, et au contraire, on avait eu une baisse, il me semble, de mémoire sur la dernière décennie, donc avant de repartir un peu à la hausse. Donc vous voyez que l'or non plus n'est pas exempt de volatilité, pour autant, effectivement, la volatilité du Bitcoin est sans comparaison. Donc pas de cash flow, pareil, contrairement aux actions, ni d'usage industriel majeur concernant le Bitcoin, alors que l'or, effectivement, on peut l'utiliser pour les bijoux, on peut l'utiliser pour des possibilités d'actifs. Alors, mais également dans l'industrie, certaines industries utilisent de l'or pour leurs produits, et donc ça, effectivement, pour le Bitcoin, ça n'est pas possible. Donc là, effectivement, pour ça, l'or a quand même plus de potentialité d'utilisation que le Bitcoin, c'est vrai. La régulation, interdiction possible, mais maintenant, par exemple, en Chine, officiellement, vous n'avez pas le droit de détenir du Bitcoin et d'utiliser du Bitcoin. La fiscalité également, en France, qui est une fiscalité confiscatoire, on le sait, 30% avec la flat tax, avec une fiscalité dont on comprend les règles en théorie, mais qui est quasiment inapplicable au quotidien quand vous faites des achats-reventes de manière régulière. La concurrence avec les stablecoins, et effectivement toutes les offres issues, on voit les projets des altcoins, etc. Donc effectivement, pourrait diluer un petit peu la narrative Bitcoin, et donc orienter les flux sur d'autres projets finalement que d'augmenter la capitalisation du Bitcoin, effectivement. Les énergies, ça aussi, critique effectivement sur la consommation, même si aujourd'hui, si vous regardez un petit peu dans les faits, plus de 50% finalement de la production de Bitcoin se fait avec des énergies dites renouvelables. Donc voilà, on est en train, et aussi là-dessus, de voir les choses évoluer de manière positive. Malgré tout, c'est quand même une consommation d'énergie, il ne faut pas se leurrer.
L'or reste roi aujourd'hui, liquidité infinie, confiance millénaire. Alors on fait confiance à l'or depuis, depuis que l'homme est homme, et depuis que je pense que l'homme a découvert l'intérêt de disposer et d'avoir de l'or. Le rôle monétaire officiel, donc avec les banques centrales qui détiennent environ 35 000 tonnes d'or à ce jour. Et donc pour le moment, on n'a pas de banque centrale qui souhaite stocker en termes de richesse sur du long terme du Bitcoin. Voilà, on voit que la BCE est quand même très clairement contre aujourd'hui. La Fed s'ouvre peut-être un petit peu plus, mais on est encore loin d'avoir des banques centrales qui souhaitent stocker aujourd'hui de l'or, notamment, je pense à la BCE, je pense à la Banque de France, je pense à des choses comme ça, où pour le moment, on ne détient pas, finalement, en tout cas ne souhaite pas développer d'acquisition stratégique. Si on regarde un petit peu les arguments pour, contre, effectivement, le dépassement pour le moment, il n'est pas imminent, hein, ça va pas se faire sous un an. La probabilité est quand même inférieure à 20% avant 2030, donc on voit quand même qu'on est plutôt sur du long terme. Mais l'hypothèse, effectivement, n'est pas farfelue, ça c'est vrai. Le Bitcoin, à mon sens, n'est pas un pari fou. C'était un pari fou il y a 5, 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment un actif asymétrique, effectivement, à haut rendement risque. Donc, vous voyez, sur la pyramide, si vous regardez un petit peu la pyramide, donc sur la base, vous avez effectivement votre épargne de précaution. Au-dessus, vous commencez à avoir de l'immobilier, des actifs financiers tels que des ETF, notamment sur les marchés financiers, etc. Vous montez, effectivement, pour l'instant, le Bitcoin, je le mets vraiment en haut de cette pyramide en termes d'actifs. Hein. C'est vraiment un titre de diversification. Pour autant, je pense que un investisseur qui est ouvert, en tout cas, à diversifier son patrimoine, il peut y avoir un intérêt, c'est ce que moi je fais, d'y allouer entre 1 et 10% de son patrimoine en fonction de sa tolérance au risque. Encore une fois, je ne suis plus CGP, je ne suis pas conseiller d'investissement, ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je vous décommande juste ce que moi je fais à titre personnel. Et je pense que là-dessus, De Froissart, il a probablement raison. Encore une fois, je ne dis pas qu'il a 100% raison, je dis qu'il a probablement raison. C'est encore une fois une question de conviction. Pour moi, le vrai risque aujourd'hui, effectivement, c'est de ne pas en avoir assez. Donc moi, le but pour moi, c'est d'en accumuler comme ça, en respectant mon ratio, en me disant qu'effectivement, je ne souhaite pas aller peut-être au-delà d'un certain pourcentage, comme 10%. Quand 10% de mon patrimoine, ça représenterait à la louche, hein, si je mets mon patrimoine brut, hein, si je mets l'immobilier, ça représenterait environ 60 000 euros. Pour l'instant, j'en suis encore très très loin de tenir cette somme-là sur du Bitcoin. Mais en tout cas, j'en accumule semaine après semaine, mois après mois. Et le but du jeu pour moi, c'est d'en accumuler le plus possible. Parce que j'ai cette vision-là aussi, que je partage avec De Froissart. C'est-à-dire que pour moi, le Bitcoin, il aura plus de valeur dans le futur qu'il en a aujourd'hui. Voilà, malgré la volatilité, malgré plein de choses. Si vous croyez, en tout cas comme moi, je dirais de faire comme moi. C'est-à-dire de faire ce que je fais, c'est-à-dire d'acheter du Bitcoin de manière régulière, c'est ce que je fais moi à titre perso, encore une fois, et je vous documenterai ça pour voir si j'ai raison, si j'ai tort. Ça se trouve, je vais perdre du pognon sur cette affaire, comme je vais peut-être en gagner, donc voilà, le but pour moi c'est d'en gagner. D'en acheter, de les garder sur un wallet perso, encore une fois, pas sur les échanges, de conserver uniquement vos avoirs 100% sur des échanges, et de temps en temps, de vous les basculer sur une ledger, en tout cas, ça c'est pour moi, et encore une fois, si vous n'avez pas de conviction, restez à l'écart tout simplement, et continuez à faire ce que vous faites dans vos convictions personnelles, voilà, encore une fois, chacun a ses convictions. Il y en a qui sont 100% IMO, il y en a qui sont 100% marché financier, il y en a qui font un peu de tout, il y en a qui sont 100% livrés A. Bon, les 100% livrés A, je vous dis très honnêtement, vous avez 100% tort, mais voilà, encore une fois, il faut être à l'aise avec ses actifs, il faut être à l'aise avec ce que vous mettez dans votre patrimoine, mais à mon sens, il y a quand même, voilà, encore une fois, ça serait dommage de ne pas en avoir, voilà, c'est ma phrase à moi, c'est dommage de ne pas en avoir, ou pas s'y intéresser en tout cas. Concernant mon portefeuille, alors il n'est pas exactement mis à jour, hein, j'avais fait donc 2 achats sur mes stablecoins, donc j'avais renforcé ma position sur du Bitcoin. Donc aujourd'hui, mon portefeuille, grosso modo, j'ai pas marqué mes 3 derniers DCA hebdo, donc il devrait y avoir à peu près 150 € de plus de Bitcoin. Aujourd'hui, voilà, performance de 6109 €, ça c'est la valeur de mon portefeuille aujourd'hui, à la date du 22, donc vous voyez, j'ai fait, si on regarde un petit peu tout, performance de 8%, donc c'est pas ouf, sachant que le Bitcoin a quand même perdu en plus de 20% ces dernières semaines, et je crois qu'il est en performance négative, hein, si on se base depuis le début de l'année. Donc voilà les graphiques par rapport à ça, donc vous voyez, j'ai encore quelques stablecoins à injecter directement dans mon portefeuille. Alors moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un ledger, donc un wallet ledger, pour stocker régulièrement mes bitcoins. Donc il y en a plusieurs modèles, à vous de voir. Moi j'ai celle-ci, j'ai la Nano X.
Voilà, moi j'ai ce modèle-là que j'utilise. Alors voilà, il y a, il y a, comment dirais-je, des fois, il y a, de temps en temps, il y a des promos, voilà, bah, pour Noël, peut-être que ça peut être un cadeau intéressant à acheter. Vous voyez, la Nano S, elle est à 49 euros. Bon voilà, hein, concrètement, je pense que même la Nano S, ça fait le job, hein. Typiquement, si c'est vraiment pour y mettre que du Bitcoin, donc 49 balles pour sécuriser ses cryptos, ça peut être effectivement le petit achat de Noël qui peut être intéressant. Et voilà, moi je vais changer par contre, alors j'ai actuellement du Bitcoin sur Binance, parce que j'avais des stablecoins sur Binance, donc voilà, que je vais au fur et à mesure transformer en Bitcoin quand je vais faire mes achats, euh, en essayant de timer un petit peu par rapport à ça. Je faisais un DCA hebdo sur Bitstack, et en fait je vais utiliser prochainement un nouveau courtier, donc je vous en parlerai, qui est moins cher que Bitstack en termes de frais. Donc voilà, je vais tester ça prochainement, je vous ferai une petite vidéo, un petit retour par rapport à mon utilisation de Bitcoin. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du Bitcoin. Est-ce que vous en accumulez tout comme moi? Est-ce que vous êtes anti-Bitcoin? Est-ce qu'au contraire vous êtes 100% Bitcoin? Ça serait intéressant d'avoir votre avis sous cette vidéo en partage. Et puis voilà, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année en famille. Protégez-vous, protégez votre épargne, prenez soin de vous. Et puis on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!